N'importe qui peut écrire du code qui marche. Mais la vraie différence, ce qui sépare un travail fonctionnel d'un véritable artisanat, c'est la capacité à écrire du bon code. Et c'est là qu'on passe de la simple exécution à un art à part entière. Et c'est la question finalement. Le code s'exécute, pas de plantage, tout va bien, mais est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Pas forcément. Alors, c'est quoi la différence entre un code qui fonctionne et un code de qualité? Allez, on va creuser ça ensemble. Regardons un peu ces deux exemples. D'un point de vue purement technique, ils sont identiques. L'ordinateur, lui, s'en fiche complètement. Il exécute les deux de la même façon. Mais pour nous, les humains, la version de droite est quand même beaucoup plus lisible, non? C'est là que tout se joue. Le bon code, ce n'est pas pour la machine, c'est pour les autres humains. Et surtout pour notre futur nous, celui qui devra relire ce code dans 6 mois. Alors comment on fait pour que le code soit lisible par tout le monde? Eh bien, un peu comme pour une langue, il faut une grammaire, des règles communes que tout le monde suit. Et en programmation, c'est exactement ça, le style de codage. Et en Python, cette fameuse grammaire, elle a un nom, PEP8. C'est l'abréviation de Python Enhancement Proposal 8. En gros, c'est le guide de style officiel. Il fixe toutes les conventions pour que le code soit propre, lisible, cohérent. L'objectif est simple, que n'importe quel développeur Python puisse ouvrir un fichier et s'y retrouver sans se prendre la tête. Prenons un exemple tout bête de PEP8, les espaces. Mettre un espace de chaque côté du signe égal, pour la machine, ça change absolument rien. Mais pour nous, ça change tout. Ça aère le code. On distingue tout de suite la variable, l'opérateur, la valeur. C'est un tout petit détail, mais ça transforme une ligne compacte et un peu illisible en quelque chose de clair et net. Autre point crucial, le nom des variables. Appeler une variable D, d'accord, mais D pourquoi? Jour? Distance? Donnée? C'est un vrai casse-tête. Alors que si on l'appelle date, là, il n'y a plus aucun doute. C'est limpide. En fait, le code commence à s'expliquer tout seul. Et ça, c'est précieux. PEP8 nous parle aussi de la longueur des lignes. La règle, c'est de ne pas dépasser 79 caractères. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir à scroller horizontalement. On a tous connu ça, c'est une vraie plaie pour lire le code. En coupant la ligne intelligemment, tout reste visible d'un seul coup d'œil et la lecture devient beaucoup plus confortable. Ok, donc avoir un code propre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut monter d'un cran. Il faut expliquer le pourquoi des choses. L'idée, c'est de laisser une trace, des indices pour la prochaine personne qui passera par là, qui sera peut-être nous-mêmes. Et pour ça, il faut bien faire la différence entre deux choses. Les commentaires et la documentation. Ce n'est pas pareil. Les commentaires, c'est pour nous, les développeurs. C'est pour expliquer un bout de code un peu tordu, le comment ça marche. La documentation, elle, est tournée vers l'utilisateur du code. Ça explique ce que fait la fonction et comment s'en servir. Justement, en Python, on a un outil génial pour ça, les docstrings. C'est une convention super puissante. Il suffit de mettre une chaîne de caractères avec des triples guillemets au tout début d'une fonction, et hop, sa documentation est créée. Le gros avantage, c'est que cette doc est ensuite accessible directement depuis le code. C'est vraiment pratique. Bon, abordons un sujet que tout le monde connaît bien, les bugs. C'est inévitable, ça fait partie du jeu. Et il ne faut pas voir ça comme un échec, bien au contraire. Savoir traquer un bug, le comprendre et le corriger, c'est une compétence absolument essentielle dans ce métier. D'ailleurs, petite histoire sympa sur l'origine du mot « bug ». Il vient d'une histoire vraie. En 1947, des ingénieurs ont trouvé une vraie mythe, un insecte coincé dans un relais d'un des tout premiers ordinateurs, le Harvard Mark II. L'insecte empêchait la machine de fonctionner. Et depuis, le terme est resté pour parler de n'importe quel problème dans un programme. Heureusement, quand un programme Python plante, il ne nous abandonne pas. Il nous donne ce qu'on appelle un traceback. C'est en quelque sorte le rapport d'autopsie du programme. C'est une véritable carte au trésor pour le développeur. Il nous dit exactement où l'erreur s'est produite, à quelle ligne, dans quel fichier. C'est le point de départ de toute enquête. Généralement, on peut classer les erreurs en 3 grandes familles. D'abord, il y a la syntaxe-erreur. Là, c'est simple, c'est comme une faute de grammaire, le code ne respecte pas les règles de Python. Ensuite, on a l'indentation-erreur, très spécifique à Python, c'est quand les décalages, les fameuses innotations, ne sont pas correctes. Et enfin, il y a les erreurs d'exécution. Là, la syntaxe est bonne, mais au moment de tourner, quelque chose cloche, comme utiliser une variable qui n'existe pas. Alors, la question est, comment on fait pour ne pas se retrouver avec un programme énorme, un plat de spaghettis de code ingérable et plein de bugs? La réponse tient en un mot. La modularité. Le principe est simple. On prend un gros problème complexe et on le découpe en plein de petits problèmes beaucoup plus simples à gérer. Imaginez un peu. Au lieu d'avoir un seul et unique bloc de code géant, on crée plein de petits modules indépendants, chacun avec une tâche bien précise. Et ces modules communiquent entre eux. C'est exactement comme jouer au Lego.
Chaque brique a sa propre fonction, on peut les assembler comme on veut, on peut les réutiliser dans d'autres constructions, et surtout, si une brique est cassée, on la remplace sans avoir à tout démolir. C'est ça la puissance de la modularité. Et en Python, comment on fait ça? C'est magique, ça se fait avec un seul petit mot-clé, import. Cette simple instruction permet à un fichier d'aller piocher et d'utiliser le code qui se trouve dans un autre fichier. C'est en quelque sorte le ciment qui va lier toutes nos briques de Lego ensemble pour construire notre projet. Au final, quand on met tout ça bout à bout, le style, la documentation, la façon de gérer les erreurs, la modularité, on se rend compte que ce n'est pas juste une liste de bonnes pratiques à cocher. Non, ce sont les véritables outils de l'artisan logiciel. Ce chemin vers la maîtrise, il passe donc par là. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on écrit d'abord pour des humains, pas juste pour des machines. Il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi. Il faut accepter les erreurs comme des opportunités d'apprendre. Et enfin, il faut penser en blocs, en composants, pour construire des choses solides et qui durent. Et pour finir, une petite pensée à garder en tête. On dit souvent que le code est lu 10 fois plus souvent qu'il n'est écrit. Ça change tout, non? Ça veut dire que le premier destinataire de notre code, ce n'est pas l'ordinateur, c'est un autre être humain. Alors, la prochaine fois qu'on écrit une ligne de code, la question à se poser est simple. Pour qui est-ce que j'écris? Vraiment.